Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Et bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On va débattre des grands sujets de l'actualité. Nous sommes avec Gérard Leclerc, journaliste politique. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Julien Drey nous a rejoint. Bonsoir. Fondateur du mouvement Réinventé, ancien socialiste. Le commissaire David Lebars est là. Bonsoir. Bonsoir. Commissaire. Et Alexandre Devecchio du Figaro. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir Laurence. On va commencer par ces refus d'obtempérer à Paris avec la polémique politique qui s'en est suivie. Mais d'abord les faits. La garde à vue des 3 policiers qui ont ouvert le feu samedi à Paris contre une voiture qui leur fonçait dessus a été prolongée. La passagère de cette voiture est décédée des suites de ses blessures. Le conducteur a été grièvement blessé. On fait le point avec Jeanne Cancard et je vous demande votre avis, commissaire Lebars, sur ce qui s'est passé. Il est 11h samedi dernier lorsqu'une patrouille de policiers à VTT veut contrôler un véhicule dans le 18e arrondissement de Paris. À son bord, 4 personnes, dont au moins l'un des passagers n'est pas attaché selon les fonctionnaires de police. Ils s'approchent, mais la voiture prend la fuite une première fois. Les policiers parviennent finalement à la rattraper, mais le conducteur refuse d'obtempérer et de nouveau, le véhicule redémarre selon les premiers éléments de l'enquête. Les 3 agents font alors usage de leurs armes à une dizaine de reprises. Salem habite le quartier, il a été témoin de la scène. J'ai entendu des coups de feu pendant que la voiture roulait. Quand je suis arrivé, que la voiture s'est pris un camion à contresens. Une jeune femme est sortie de la voiture en pleurs. Les policiers l'ont intercepté et l'ont mis à côté de l'école. Le conducteur est touché au thorax. La passagère, elle, blessée au niveau de la tête, est décédée hier soir des suites de ses blessures. D'après les personnes à l'arrière du véhicule, le conducteur, qui était déjà connu des services de police, n'avait plus de permis de conduire. Une enquête pour tentative d'homicide sur des policiers a été ouverte. Une autre, visant les agents auteurs des tirs, a été confiée à l'IGPN. Commissaire Lebars, on va parler dans un instant de Jean-Luc Mélenchon qui estime que la police tue. Ça, c'est encore autre chose. Mais là, sur les faits, les gardes à vue des 3 policiers sont prolongées. C'est normal, il faut qu'ils s'expliquent. Ou est-ce que vous dites, comme d'autres syndicats, qu'il devrait y avoir un droit de légitime présomption de légitime défense pour les policiers ? Non, je dis pas ça d'abord pour une raison simple, c'est que tous les textes ont été largement modifiés de façon à nous permettre de faire face aux différentes formes de délinquance. On pourra en parler tout à l'heure, c'est le code de sécurité intérieure, l'article 435.1 par exemple, qui prévoit plusieurs cas de figure dans lequel peut-être, parce que je vais être prudent, les faits, vous et moi finalement on ne les connaît pas parce que les journalistes ont pu obtenir sur le terrain. On a le début de l'histoire. Les seules personnes qui aujourd'hui se connaissent les faits, c'est le magistrat qui dirigent les investigations, les enquêteurs et qui ont face à eux les policiers qui s'expliquent. Moi, je suis très attaché au secret de l'enquête et à la justice. Et, les polémiques qui naissent autour de ces affaires, je les lis. Il y a d'abord une évidence à rappeler. Quand on s'arrête, et c'est le minimum, quand la police vient vous contrôler, ou la gendarmerie, le minimum, c'est de s'arrêter. Voilà, donc déjà, les premiers fautifs sont ceux qui n'obtempèrent pas. C'est comme ça que ça s'appelle d'ailleurs le délit. C'est de ne pas respecter une injonction de police. Je rappelle quand même qu'on est une anomalie quasiment mondiale sur les refus d'obtempérer. On peut toujours sortir les chiffres, 1 toutes les 20 minutes, le nombre de policiers morts ou blessés gravement. C'est une honte mondiale qu'on ait maintenant dans ce pays des gens de tout profil d'ailleurs, qui, parce qu'on n'a pas le permis, parce qu'on a bu un coup de trop ou parce qu'on n'a pas l'assurance, on roule et puis s'il faut écraser un policier pour partir. Il y a même des pays où d'ailleurs l'usage de l'arme, ça arrive avant même le démarrage. Vous mettez pas les mains sur le volant aux États-Unis. Aux États-Unis, voilà. J'invite ceux qui connaissent pas la réglementation, si vous mettez pas les mains sur le volant, vous n'avez même pas le temps de redémarrer. Donc c'est une anomalie. Maintenant que c'est arrivé, c'est un drame. Il y a un mort, il y a une femme qui est morte, il y a un blessé grave, il y a 3 policiers qui ont tiré. Ils sont eux-mêmes dans une situation administrative et judiciaire extrêmement dure. Il faut rappeler quand même que quand on fait usage de son arme, c'est jamais par plaisir. Et il y a tous les experts qui sur Twitter se déchaînent et racontent n'importe quoi. Personne ne connaît le fond de l'affaire, ou en tout cas le détail. Donc c'est pas moi qui vais vous le faire. Je dis juste qu'il y a 2 lois. Il y a la légitime défense, qui va peut-être, mais je ne le sais pas non plus, être invoquée par les policiers si leur vie a été en danger. Il y a les différents alinéas du code de la sécurité intérieure, article 435.1, dont un prévoit expressément le refus d'obtempérer avec un véhicule. Ça pourrait être un de ces cas de figure. Il faut être très prudent. Et moi, je ne suis pas choqué qu'il y ait une garde à vue de 48 heures. Je vais même vous dire, ça ne suffira peut-être pas à établir les faits
et les conditions ou pas de légitime défense. Et si ça suffit pas et qu'ils sont mis en examen, il ne faut pas crier. C'est pas parce qu'on est mis en examen qu'on est coupable. C'est pour que la justice puisse continuer de travailler. Et quand je vois que des gens de la classe politique qui aspirent à des fonctions importantes se permettent de dire n'importe quoi, ils fragilisent et la police et la justice et la confiance que les citoyens doivent avoir. On va parler de la polémique politique et de ceux qui tentent d'instrumentaliser ce qui s'est passé dans un instant. Julien Drey, on imagine que tout ce qui concerne les policiers est extrêmement réglementé et que sortir une arme, ce n'est pas un geste que les policiers font de façon spontanée et extrêmement fréquente en France. Non, mais il y a une montée de la violence en France dont on a les multiples signes, et on a des policiers qui sont en tension permanente parce qu'ils savent pas qui ils ont en face d'eux. Ils savent pas s'ils sont simplement des gens qui n'ont pas le permis de conduire ou si c'est pas des trafiquants de drogue qui eux-mêmes ont déjà des armes sur eux et s'apprêtent à tirer. Donc on a des policiers qui sont en tension. Moi, je suis d'accord avec ce que dit le commissaire Lebar. Pour l'instant, la seule chose qu'on doit faire, c'est garder son calme, pas chercher à tirer la couverture d'un côté comme de l'autre. Il faut que les faits soient précisés. Mais le refus d'obtempérer, c'est déjà une première faute. Et ça crée les conditions, après, de dérapage. Alors, on va regarder la réalité des choses. Mais visiblement, en plus, les éléments d'information qui circulent montrent que ceux qui refusent d'obtempérer, c'est parce qu'ils ont quand même... C'est pas simplement parce qu'ils n'avaient pas... ils n'ont pas vu que les policiers leur ont demandé de s'arrêter, quoi. Oui. Surtout que là, il y a eu tentative de fuite. Absolument. C'est pas simplement refus tentative de fuite avec tentative de risque de mettre la vie d'autres gens en péril par cette tentative de fuite. Vous avez raison. Commissaire Lebars, sans juger de ce qui s'est passé, quand 3 policiers ouvrent le feu en même temps, ils se sentent en danger. On ne peut pas dire le contraire. Moi, je ne peux pas penser le contraire. Qu'ils aient pu 3 policiers en même temps, là, qui ouvrent le feu. Et puis, il faut le rappeler, les policiers, c'est des gens qui sont normaux, qui ont choisi un métier qui consiste à défendre les autres. Il faut aussi qu'ils puissent se défendre. Et je ne peux pas croire qu'on ait affaire à des gens qui aient tiré de façon inconsidérée. Après, qu'ils aient pu commettre des fautes. Je vous dis, encore une fois, je suis prudent. C'est possible. On peut manquer de discernement dans la panique. C'est possible. Mais encore une fois, le jugement à froid sur un plateau ou dans les réseaux sociaux, c'est pas la réalité du terrain. Moi, la réalité du terrain, je la connais. J'ai connu des situations extrêmement tendues. Je peux vous dire que parfois, j'ai eu des idées qui me sont passées par la tête et je suis pas passé loin de certaines situations où j'aurais commis des fautes. Ça arrive à tout le monde. J'en ai même d'ailleurs commises, des moins graves. Et je compare pas cette affaire-là parce que je ne dis pas qu'il y a faute. Je dis qu'il faut être extrêmement prudent. Enfin, l'usage de l'arme, c'est un geste qui était extrêmement rare il y a 20 ans. C'est ce que dit Julien Drey aujourd'hui. Il y a cette violence récurrente, il y a les refus d'obtempérer, il y a d'autres raisons. Cette pression permanente qui est mise sur les forces de l'ordre, sur le terrain par les voyous, qui finalement répandent comme une tache d'huile cette capacité. J'ai cité des gens qui, parfois, pour un simple défaut de permis, se permettent de rouler avec une voiture sur un barrage de police. Enfin, on se retrouve dans une situation où nos forces de l'ordre sont dans une situation extrêmement compliquée. Alors, ça ne doit pas justifier une présomption de légitime défense pour tout le monde, parce qu'on a besoin aussi de confiance, on a besoin de droit, puis on a besoin de magistrats. Si on commence à faire des textes, ça n'arrivera pas d'ailleurs, ce ne sera pas constitutionnel, qui vous donne une présomption de légitime défense permanente, à quoi bon qu'il y ait de la justice si les policiers ont le droit de tirer? On sera dans une situation où on sera montré du doigt. Donc il faut garder son calme et faire confiance en la justice. Est-ce que vous avez des informations sur le profil du conducteur de cette voiture, a priori bien connu des services de police, avec de nombreuses infractions, notamment conduite en état alcoolique, détention de stupéfiants? Alors, j'ai les mêmes que vous. Il y a ce qu'on appelle un individu Information Sandra Buisson. Alors, ne mélangeons pas multi-réitérant et multi-récidiviste. Il est effectivement inscrit des dizaines et des dizaines de fois au fichier des antécédents police, c'est-à-dire au TAJ, au traitement des antécédents judiciaires, ce qui ne vaut pas condamnation. Mais encore une fois, je vais vous dire, si le conducteur avait 0 antécédent, l'affaire serait la même. Si quelqu'un se permet de démarrer, de faire un délit de fuite, de mettre en danger la vie de policier ou de riverain et de faire ce qui a été fait, et je parle au conditionnel, casier ou pas casier, les faits sont les mêmes. C'est après, devant une juridiction de jugement, qu'il y aura la prise en compte d'éventuelles circonstances atténuantes. Là, il se trouve que c'est un voyou. Mais vous voyez déjà, là, dans ce débat-là, il faut être prudent parce que peut-être que les personnes qui sont dans la voiture, dont la femme qui est décédée, et il faut aussi regretter que dans des affaires comme ça aboutisse à de tels drames. Cette femme-là n'a peut-être rien fait dans sa vie. Donc vous voyez, ce drame-là, celui qui a fait le refus d'obtempérer, les conséquences derrière sont immenses pour tout le monde et le premier fautif, c'est ce conducteur. Il est 18h10, on fait une toute petite pause sur Europe 1 et sur CNews. On se posera la question, faut-il accuser la police après ce qui s'est passé? Jean-Luc Mélenchon le fait, la police tue, dit-il. Le groupe factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La honte, c'est quand? On vous fait réagir dans un instant. A tout de suite dans Punchline. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve sur le plateau de Punchline, Europe 1 CNews. Le débat a continué pendant la pause publicitaire. Alexandre Devecchio est là, Gérard Leclerc, Julien Drey et le commissaire David Lebars. Faut-il accuser la police après ce qui s'est passé samedi soir à Paris, ouverture de feu sur une voiture qui faisait un refus d'obtempérer, bilan la passagère décédée et le conducteur grièvement blessé. Commissaire Lebars, Jean-Luc Mélenchon a tweeté tout de suite, très rapidement. Il dit « La police tue, le groupe factieux Alliance », là il cible évidemment le syndicat de police Alliance, justifie les torts, les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La honte, c'est quand ? Réaction de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Les policiers et gendarmes méritent le respect. Ils font un travail courageux et difficile et risquent leur vie à chaque instant. Les insulter déshonorent ceux qui veulent gouverner. Est-ce que vous comprenez cette réaction de Jean-Luc Mélenchon qui dit « la police tue ». Les mots ont un sens quand même. C'est scandaleux. C'est au-delà de scandaleux. Alors, j'arrive presque à en parler avec le sourire parce qu'au terme des 5 dernières années, si on prend la liste, et elle est malheureusement infiniment longue, des propos ou des comportements de Jean-Luc Mélenchon à l'encontre de l'institution, et je dis bien à l'encontre, soit police, soit même justice. Il suffit de prendre la liste et de se rendre compte que tout ça est finalement une logique. Et je dirais même presque pas étonnant du tout, puisqu'on est à 5 jours d'un scrutin, dans lequel il est inacceptable d'imaginer qu'on mette la police en otage d'une querelle politique. Moi, je dis souvent sur votre plateau qu'on n'est pas une bande rivale. Et qu'est-ce que fait Jean-Luc Mélenchon ? Il est en train d'essayer d'attiser les haines et de faire de la police nationale quasiment un cartel, parce que globalement, c'est quasiment comme s'il accusait un cartel, sauf que là, on vient de se rendre compte qu'il parle de mes collègues de chez Alliance, que la police tue, ça c'est de la rhétorique d'extrême gauche, qu'on peut lire ailleurs, d'ailleurs, et tout ce monde-là, je l'ai pas entendu critiquer ce qu'a fait Assa Traoré au tribunal judiciaire cette semaine, je l'ai pas entendu critiquer toutes les actions qui font que la police a de nombreux blessés, de nombreux morts, donc je suis pas surpris, c'est d'une indécence immonde, je suis pas certain que la justice soit le moyen de le faire taire là-dessus. Je vais vous dire, s'il devait être un jour Premier ministre, moi en tant que président du syndicat des commissaires, j'en prendrais acte. La première chose que je ferais, d'ailleurs c'est le deuxième appel que je lui fais, mais il n'a pas répondu au premier, j'en suis pas étonné, ça sera de lui demander une audience, ce que je fais d'ailleurs avec d'autres ministres, et je lui demanderais de me dire dans les yeux et de façon publique ce qu'il pense réellement de la police, parce que quand on est le chef d'un gouvernement républicain, on se doit de faire en sorte que sa police républicaine puisse fonctionner. Et là, il est en train de montrer le contraire. On verra si un jour, s'il est aux affaires, si ça lui fait ouvrir les yeux, et puis s'il échoue, eh ben, il pourra en tirer les conséquences et il pourra peut-être se dire qu'il y a des Français qui ne veulent pas de lui parce qu'il est inquiétant et qui dit n'importe quoi. Julien Drey, est-ce que c'est de la folie ce que dit Jean-Luc Mélenchon ou c'est juste parce qu'on est en période électorale ? Jean-Luc Mélenchon a fait une campagne législative qui est marquée par l'outrance, qui est à l'inverse de la campagne présidentielle, en tous les cas du dernier mois de sa campagne présidentielle, où il essayait de se donner l'image du rassembleur, finalement d'un président qui pourrait être populaire au bon sens du terme. Mais regardez, toute la campagne depuis le début est marquée par l'outrance et par la volonté de provoquer cette outrance. Il a fait un meeting il y a 2 jours où il avait déjà tenu des propos extrêmement violents en disant « si moi je suis là, celui-là je le vire, celui-là il disparaît, etc. » C'était passé comme une lettre à la poste, visiblement, mais ça a quand même ce signe-là. Alors il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est une démarche électoraliste qui vise effectivement à... Jean-Luc Mélenchon, c'est un opportuniste d'un certain point de vue. Il voit que la police est en difficulté depuis l'affaire du Stade de France. Et il voit que le ministre de l'Intérieur est en difficulté. Et donc, il essaye effectivement de le prendre en cible, en se disant qu'il y a un public qui n'aime pas la police, notamment dans un certain nombre d'endroits très particuliers. Et il espère qu'en faisant ça, ils vont se reconnaître en lui en disant c'est lui qui nous défend, donc nous protège. Donc il fait de la politique. Il fait de la politique électoraliste, oui, sur le dos de la police. Sur le dos de la police. Gérard Leclerc. Oui, mais sauf qu'il y a des outrances qui sont simplement absurdes. Et Jean-Luc Mélenchon nous y a habitués. Là, c'est plus que ça, parce que c'est dangereux, parce que la police, c'est quand même c'est un pilier de la République, de la démocratie. Si le droit à la sécurité et donc la police, ça fait partie. Et donc, c'est extrêmement grave de pointer du doigt et de mettre en cause ce qui assure la sécurité dans le pays. Deuxième chose, c'est dangereux parce que du coup, ça encourage une partie des gens et des gens qui parfois peuvent être un petit peu avoir ne pas avoir tout l'équilibre, si je puis dire, psychique. C'est-à-dire qu'elle va ne plus respecter cette police. Donc, aller encore plus loin dans ce genre de drame qu'on vient de voir. La deuxième chose, c'est quand ils pointent le syndicat Alliance. Alors, Alliance, on peut très bien critiquer. Ils prennent des positions quand ils disent le problème de la police et la justice. À mon avis, on ne doit pas dire ça. Quand leur demande de présomption de légitime défense, je pense, ça a été dit, je suis tout à fait d'accord, je pense que ce serait dangereux parce que ce serait la porte ouverte à toutes les suspicions, etc. à l'égard de...
Mais à l'inverse, comme ça, dire d'un syndicat, et en plus du premier syndicat de policiers, que ce sont des factieux, c'est-à-dire là aussi des factieux, ça a un sens. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont contre la République. Et il connaît très bien le sens des mots, Jean-Luc. Voilà. Et là, je trouve que c'est extrêmement grave. Voilà, on n'a pas dans une démocratie, les syndicats ont le droit non seulement le droit d'exister, mais ils font partie du fonctionnement de la société. Vous ne pouvez pas comme ça les pointer, les traiter de factieux. Et Alliance va déposer une nouvelle plainte contre Jean-Luc Mélenchon. Je crois que c'est la 3e après ces propos-là. Alexandre Devecchio, vous êtes choqué? Oh, moi, j'aime pas m'indigner, donc choqué, non, ça m'étonne pas de Jean-Luc Mélenchon, mais effectivement, je rejoins ce qui a été dit sur le fait que c'est une stratégie électoraliste, que c'est une stratégie dangereuse, effectivement, puisqu'il s'adresse à un public qui a déjà la haine de la police, et en fait, il leur dit la police est une bonne rivale qui tue. Donc, face à des gens qui tuent, je comprends qu'on refuse d'obtempérer, et c'est quasiment la population qui est en légitime défense face à la police. Donc, effectivement, vu le contexte sécuritaire en France, c'est très grave parce que il met en fait en danger la vie des Français pour gagner une poignée de bois. Ensuite, je vais pas m'indigner, mais je note que Gérard Leclerc l'a très bien dit. Et d'ailleurs, il parle de la police comme un groupe factieux. Donc pour le coup, il est réellement anti-républicain, Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, parfois, il en appelle à la rue contre les urnes, et c'est le seul dans le paysage politique aujourd'hui qui se met en dehors comme ça de la République. Donc, dans le discours médiatique politique, je trouve que finalement, il y a une certaine mensuétude vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. On parle toujours d'extrême droite, alors j'aime pas qu'on extrémise les gens, mais je note qu'on parle jamais d'extrême gauche. On fait barrage contre l'extrême droite, mais on fait jamais barrage contre l'extrême gauche. Donc, ce deux poids, deux mesures en France m'interpelle, si vous voulez. Vous êtes d'accord avec ça? On ne fait pas barrage contre l'extrême gauche, Julien Drey? C'est même plus l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, c'est un leader populiste autoritaire. Ça n'a plus rien à voir avec l'extrême gauche, parce que il est très loin de toute une série de valeurs qu'il a défendues, républicaines. Je note simplement que je pense qu'il y a certains candidats socialistes qui sont dans la NUPES, qui doivent être ennuyés depuis quelques heures à pouvoir aller justifier cette alliance et ses propos. Mais c'est de la même nature que d'avoir invité M. Jeremy Corbyn ce week-end. Leader britannique. Leader britannique, condamné pour antisémitisme et de manière provocante, que deux candidates s'affichent avec lui en disant voilà. Deux candidats de la France Insoumise. De la France Insoumise, oui, qui mettent en difficulté ceux qui, jusqu'à maintenant, vous avez vu, il y a même eu quelques tweets de candidats socialistes qui disaient bah non, on n'a rien à voir avec ça, on est gênés, etc. Mais bon, j'aime pas le terme d'extrême gauche parce que j'avais plus de respect pour l'extrême gauche que j'en ai aujourd'hui pour Jean-Luc Mélenchon, si vous me permettez. Parce que je pense que c'est un leader populiste, autoritaire, dangereux et démago. Moi, j'aime pas non plus le thème d'extrême, et j'aime pas j'ai parlé de faire barrage. J'ai toujours pensé que c'était le degré de zéro de la politique et qu'on faisait pas de la politique comme ça en disqualifiant l'adversaire. Je note juste, voilà, que dans le débat médiatique, on continue à traiter finalement Jean-Luc Mélenchon en adversaire respectable, alors qu'on a traîné dans la boue d'autres qui avaient fait beaucoup moins que ça. C'est tout. Mais c'est vrai, je reconnais. C'est vrai que je suis étonné de la mansuétude qu'il a bénéficié pendant toute la campagne électorale. Moi, quand j'ai entendu son meeting jeudi, où grosso modo il annonçait qu'il allait faire une épuration de la police, parce que c'est ça que ça voulait dire, personne n'a réagi, c'est passé comme une lettre à la poste. Et quand je regarde en plus les temps de parole, je constate que là, pour la première fois, il a un temps de parole considérable sur une série de chaînes de télévision du service public d'ailleurs. Je voudrais qu'on revienne juste aux conditions d'ouverture du feu pour les policiers avec le commissaire Lebars. On va juste voir avec Sandra Buisson quelles sont les règles qui s'imposent aux policiers et dans quel cadre ils ont le droit ou non de sortir leur arme. Sandra, expliquez-nous cela. L'enquête confiée à l'IGPN doit déterminer si la règle d'usage des armes a été respectée. En l'état, c'est le Code de la sécurité intérieure qui s'applique. Depuis 2017, il précise les situations dans lesquelles les policiers et gendarmes peuvent faire usage de leurs armes, et notamment quand ils ne peuvent pas immobiliser autrement un véhicule dont le conducteur n'obtempère pas à l'ordre d'arrêt et qui est susceptible, dans sa fuite, de provoquer des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des forces de l'ordre ou à celle d'autrui. Il faut que ces tirs ait lieu en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Ce sont ces critères que les enquêteurs de l'IGPN vont devoir vérifier dans cette affaire. Est-ce que le conducteur mettait la vie d'un ou plusieurs policiers en danger? Est-ce que la dizaine de tirs par 3 agents de police était une riposte d'absolue nécessité et strictement proportionnée à la menace? Pour déterminer cela, il va falloir notamment vérifier où était placé chacun des 3 agents par rapport au véhicule, quelle perception chacun a eu des faits, déterminer les angles de tir et en combien de temps
ces tirs ont eu lieu. Merci beaucoup Sandra Buisson. C'est assez complet ce qu'elle a dit, commissaire Lebars. On ne peut pas sortir son arme et ouvrir le feu n'importe comment quand on est policier. C'est parfaitement dit. Je rajoute un petit point. Il n'y a pas que l'avis des policiers qui peut justifier l'action et l'ouverture du feu. C'est aussi si les riverains eux-mêmes sont mis en danger. C'est-à-dire si la voiture fonce dans la foule parce qu'à tout prix, elle veut poursuivre son délit de fuite. D'ailleurs, on peut rajouter le délit de fuite pénalement. Mais sinon, c'est parfaitement expliqué. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est l'article 435-1. Sandra Buisson a détaillé l'alinéa 4. On pourrait aussi regarder un autre alinéa, mais on rentre dans un débat technique parce que de toute façon, c'est en fonction des éléments et de la défense, ou en tout cas des explications des policiers, que les choses vont être ou pas claires. Et Sandra Buisson l'a aussi dit, en 48 heures, la position de chacun, les angles de tir, tout ce qui est balistique, même s'il y a un plan de vidéoprotection à Paris qui permet sans doute de faire beaucoup, il n'est pas dit qu'en 48 heures, le magistrat ait suffisamment d'éléments pour se faire une opinion qui soit définitive. Et puis après, soyons très clairs, la justice, elle a aussi une affaire extrêmement sensible, qui est une affaire qui peut, entre guillemets, toucher à l'ordre public. Alors on ne met pas en examen des policiers pour satisfaire une opinion publique, mais l'ordre public, la décision judiciaire, elle n'est pas déconnectée de ces considérations-là. C'est ce qui fait que moi je vous dis, je leur apporte mon entier soutien, parce que j'ai dirigé des policiers, voilà, oui, qui sont regardés. Oui, parce qu'ils n'ont pas envie de tuer, on ne rentre pas dans la police par envie de tuer. C'est là où Jean-Luc Mélenchon, moi non plus, j'ai pas envie de m'indigner. C'est sale ce qu'il dit. Personne n'a envie de tuer quand on est normalement constitué, et quand on est policier, on l'est. On peut commettre des erreurs, on peut être moins bon qu'un autre, on peut avoir fait la mauvaise chose au mauvais moment, mais on rentre pas pour tuer. Donc c'est très sale, c'est effectivement électoraliste, mais surtout, je me mets aussi à leur place, même s'il y a une victime que j'oublie pas, qui est décédée, il y a un blessé grave. Il y a 3 policiers aujourd'hui qui ont fait usage de leur arme, ils savent les conséquences de leurs gestes, ils savent que tout l'avenir qui les attend va être beaucoup plus compliqué que prévu. J'ai géré des policiers qui ont connu ça. Il va falloir que la hiérarchie et qu'on soit tous près d'eux pour les soutenir, parce qu'ils ont besoin d'être défendus, et surtout, il faut pas oublier que ce sont des contribuables, des citoyens comme des autres, et ils ont largement autant le droit que les autres de se défendre. Et on rappelle que dans l'affaire du Pont-Neuf, c'était une autre ouverture de feu le soir de l'élection d'Emmanuel Macron, à Paris, en plein cœur de Paris. Le policier a été mis en examen pour homicide volontaire. Oui, mais ça, il faut aussi le préciser, c'est que si les éléments au cours de la garde à vue sont pas réunis, un magistrat a quoi d'autre ? Si c'est involontaire, vous savez, ça dépend s'il a mis en avant la légitime défense ou le fameux 435-1. On peut pas poursuivre pour homicide involontaire si le policier reconnaît un tir en ayant mis en avant justement cette loi sécurité intérieure, comme quoi le véhicule allait atteindre à sa vie ou à la vie des autres. Donc à un moment, il y a un choix à faire. Il n'y a pas 50 qualifications pénales possibles, et la qualification pénale ne vaut pas culpabilité. Peut-être que dans 3 mois, il y aura une issue avec un non-lieu pour ce policier qui aura été reconnu dans l'exercice de ses fonctions. Alexandre Devecchio. En tant que simple citoyen, journaliste qui s'intéresse à ces questions, mais peut-être moins aguerri que vous en termes de justice, de police, quand je vois cette décision pour le Pont-Neuf et en même temps celle concernant Philippe Monguillot, par exemple. Chauffeur de bus tué à Bayonne en juillet 2020. Lâché par plusieurs personnes, et le qualificatif, je crois, d'homicide volontaire n'a pas été retenu. On parle de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est vrai que ça me surprend, et je me dis, voilà 2 décisions où il semble y avoir un 2 poids, 2 mesures étonnant. Ça vous étonne pas, vous ? On peut largement s'interroger. Moi, j'avais suivi de très près cette affaire du chauffeur de bus. En tant que citoyen, elle me trouble énormément. Maintenant, encore une fois, je vous dis, je ne vais pas me rabattre derrière la justice, mais c'est une façon de poursuivre avec une nouvelle juridiction et une façon pour la justice de faire son travail. Il peut arriver la même chose pour le policier. Il peut être aujourd'hui mis en examen dans l'affaire de la préfecture. Demain, il peut être poursuivi, et puis ça peut être requalifié en violence et entraîner la mort sans intention de la donner. Tout ça, c'est la justice qui doit le décider. Le seul message que je passe, c'est que c'est ni un policier, ni un journaliste, ni un pseudo-expert de Twitter de dire ce qui s'est passé, et surtout pas de dire qu'un policier tue et de faire croire que c'est la police qui est dangereuse. Gérard Leclerc, rapidement. C'est la démonstration qu'il n'y a pas de régime de faveur, qu'il n'y a pas Exactement. de truc qui serait truqué vis-à-vis de la police. Puisque là, oui, là, si je peux me permettre, j'en profite pour rappeler à ceux qui ont longtemps fait croire que l'IGPN ne travaille pas de façon indépendante, que c'est d'abord faux, et qu'elle travaille sous l'autorité d'un magistrat dans une affaire judiciaire. Donc les enquêteurs travaillent et rendent compte à un magistrat, à un juge, qui est le directeur d'enquête. Faut rappeler, Alexandre Devecchio, en un mot. La statistique d'un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Bon, ça dit quelque chose sur le délitement de l'autorité dans le pays, mais ça dit aussi quelque chose que la plupart du temps, les policiers, dans 90% des cas, n'ouvrent pas le feu, on n'en entend pas parler, il n'y a pas de blessés, pas de morts. Ça veut dire qu'ils font très bien leur travail avec sang-froid. Allez, Julien Drey, un tout petit mot.
Non, je pense que dans ces affaires-là, il faut toujours laisser la justice faire son travail, d'un bon côté comme d'un mauvais côté, je veux dire, parce qu'on ne connaît pas le dossier, et donc c'est très compliqué à chaque fois de dire mais moi je pense que le qualificatif ça devrait être ça. Moi je fais confiance aux magistrats qui font pas n'importe quoi dans ces choses-là. La plupart des magistrats font pas ça par idéologie professionnelle au départ, ils font ça parce que ils font leur travail, c'est-à-dire de magistrats, ils enquêtent, ils soupèsent et ils font attention. 18h30 sur Europe 1 et sur CNews, merci de nous suivre. Tout de suite le rappel des titres de l'actualité, Isabelle Piboulot.